Je m'appelle Karima Ranem, je suis de Rabat, je suis marocaine et bien évidemment fière de l'être, mais aussi je suis panafricaine d'esprit. Avant la crise du Covid-19, je peux dire que je suis globe-trotter, où j'ai passé la quasi-totalité de ma vie à explorer le monde. Donc, j'ai visité à peu près plus de 50 pays et plus de 140 villes du monde. Et plus précisément, les 3 dernières années, je les ai consacrées à explorer le continent africain. Et après le confinement et maintenant le post-confinement, je peux dire que je suis une globe-trotter numérique où j'ai pu voyager dans l'espace numérique et je peux aussi confirmer que c'est une opportunité incontournable parce que on a brisé cette distance. Avant, c'était un peu très difficile avec les problèmes de mobilité au niveau du continent. Maintenant, on a une opportunité incontournable. Je suis experte en politique publique et en communication stratégique et numérique. J'étais journaliste, rédactrice en chef d'un journal anglophone. Aussi, j'ai travaillé dans des missions diplomatiques et aussi avec des organisations internationales pour des programmes de développement international focalisant sur les programmes du genre, société civile et jeunesse. J'ai passé un bon moment à faire des recherches scientifiques sur les questions de jeunesse. Donc, j'ai presque 20 ans d'expérience, surtout une expérience confirmée dans le terrain, dans le domaine de la société civile et la jeunesse. Quand je dis la jeunesse, c'est pas uniquement au Maroc, mais au niveau du continent africain, la région MENA et aussi l'Euromed. Et j'ai aussi participé dans des recherches avec des organisations internationales sur les questions de jeunesse mondiale. Avec le printemps arabe, j'ai été impliquée dans l'analyse des mouvements de protestation au niveau de la région MENA et j'ai contribué avec plusieurs recherches et aussi plusieurs et contributions de conférences et de workshops sur les politiques de la jeunesse après ces mouvements de protestation. Et à cette époque-là, je faisais mon diplôme des études supérieures en gouvernance et gestion publique. Donc, j'ai choisi de travailler sur une recherche de 250 pages aujourd'hui sur les politiques de la jeunesse après le printemps arabe. Donc, je voulais examiner est-ce qu'il y a un vrai changement de politique après le printemps arabe, surtout en termes de mise en œuvre. Parce que, comme vous savez, au niveau mondial, on a beaucoup de politiques de jeunesse qui sont très, très avancées, mais sur papier, oui, d'accord, mais au niveau de mise en œuvre, toutes ces politiques et stratégies rencontrent beaucoup de problèmes au niveau de mise en œuvre et aussi le problème, c'est que le jeune, d'une manière générale, ne sent pas ces politiques sur son quotidien. Et à cette époque-là, au Maroc, on a eu des réformes très importantes, surtout des réformes constitutionnelles. On avait l'adoption de plusieurs lois, surtout les lois organiques en relation avec la régionalisation avancée. Et je me suis focalisée sur l'expérience des instances de la jeunesse au niveau local parce que je voyais que c'est une opportunité incontournable comme base de départ de renforcer la participation démocratique des jeunes au niveau local avec les collectivités territoriales. Et comme si à cette époque-là, il y avait l'introduction institutionnalisée, je veux dire, il y avait l'institutionnalisation de cette participation. Donc, je voulais examiner à tel point les jeunes peuvent, au niveau local, peuvent être une force de proposition vis-à-vis des politiques locales. Donc, j'ai travaillé sur cette recherche. Après, je me suis focalisée sur l'Afrique à travers
plusieurs recherches dans plusieurs pays dans le cadre de benchmark. Bien sûr, je peux dire que nous avons plus ou moins les mêmes priorités et les mêmes problématiques, mais les approches ils sont différentes. Donc, pour moi, c'était une opportunité de mieux connaître les différentes approches appliquées au niveau africain, mais plus précisément les initiatives des jeunes. Donc, il y a la place de l'innovation à cet égard et le benchmark africain était très important pour moi et aussi au niveau de la région MENA parce que j'ai trouvé il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent être appliquées tout en travaillant sur la contextualisation sur le contexte local. Donc, c'est l'adaptation et la contextualisation. Ça, par rapport à la recherche scientifique. Par rapport à la digitalisation aussi, je me suis focalisée sur les initiatives de la société civile au niveau de plaidoyer sur les politiques publiques, soit locales, soit au niveau national, mais en utilisant la technologie de l'information. Donc aujourd'hui, comme vous savez, avec le Covid-19, la transformation digitale a été accélérée. On parle aujourd'hui de la civic tech, on parle même de l'ONG 4.0. Donc nos méthodes de travail, ils commencent à changer carrément. Et à cette époque-là, je me suis focalisée sur les campagnes de plaidoyer en ligne. Donc, pour pouvoir examiner est-ce que vraiment les campagnes de communication de plaidoyer peuvent vraiment créer de changements à travers la mobilisation dans les réseaux sociaux. Donc, parce qu'à certains moments, avec les mouvements de protestation, on disait que c'est les réseaux sociaux qui ont créé ce changement, alors que les réseaux sociaux sont uniquement des moyens. Donc, c'est tout un package de communication, de mobilisation à travers l'utilisation des outils online et offline pour faire pression et aussi pour contribuer à influencer et changer des politiques publiques, soit nationales, soit locales. Je peux dire pour mes choix universitaires et recherche scientifique, je dirais que je suis polyvalente parce que j'ai commencé par la littérature anglaise, donc ça n'a rien à voir à ce que je fais aujourd'hui. Après, je me suis dit bon, il faut que je m'implique beaucoup plus dans la communication. Étant donné que mon rêve qui s'est transformé en objectif, c'était de devenir journaliste. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment changer la littérature et les perceptions sur les jeunes et sur les femmes, soit au niveau Maroc, soit au niveau du continent africain. Donc, mon rêve s'est concrétisé. Donc, j'ai fait un master en journalisme et relations publiques. Et j'ai commencé à travailler en tant que journaliste. Donc, j'ai pu, à travers mes articles, mais aussi mes reportages documentaires, de changer un petit peu et d'influencer pour la vulgarisation, pour la mobilisation, pour la sensibilisation de l'opinion publique et aussi pour le changement de comportement. Donc, pour moi, c'était très important de marier entre mon expérience d'activiste de société civile pour faire remonter ces problématiques et promouvoir ces problématiques à travers ma plume, mais aussi à travers mes reportages. Et à travers le journalisme, j'ai pu connecter les gens à travers mes écrits. Donc là, j'ai commencé à changer de perspective et ça m'a donné envie de continuer mes études. Et là, j'ai fait le diplôme des études supérieures en gouvernance et gestion publique pour pouvoir renforcer mes capacités dans le développement des politiques publiques et aussi créer des changements. Donc, mon cursus, il est très diversifié. Je pense, à mon avis, il y a autant de défis pour la jeunesse africaine, mais aussi autant d'opportunités. La différence, c'est que on est en train de voir beaucoup plus les défis et on néglige les opportunités. Mais je peux confirmer que j'ai rencontré autant de talents en Afrique, dans plusieurs pays, et même des jeunes qui vivent dans des conditions très difficiles, dans des zones très marginalisées, et ils ont une sorte d'innovation vraiment inédite. Moi, ça m'a changé ma perception du fait que malgré que
vous êtes dans une zone très marginalisée, vous n'avez pas de possibilités, vous n'êtes pas connecté aux opportunités, mais vous pouvez créer vos propres solutions. Et je l'ai vu avec vraiment des jeunes qui ont vraiment innové et créé des projets qui sont vraiment très, très importants pour la jeunesse et aussi pour le pays. Je peux dire, parmi les défis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées, mais ils ne savent pas les concrétiser en projets concrets. Donc, on a une banque d'idées. Mais le problème réside dans l'accompagnement, dans le coaching, dans le mentorat des jeunes. Et un autre volet, c'est que surtout les jeunes qui sont aujourd'hui à la recherche du travail, ils sont tellement perdus. Donc, il n'y a pas de programme spécifique dédié à ces jeunes pour les accompagner à faire quelque chose en attendant de trouver un travail ou créer même leurs propres entreprises. Je peux dire une petite expérience dans ce sens-là. Il y a un petit slogan qui dit Turn what you love into what you sell. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont beaucoup de talent. Je peux dire, dans la période du confinement, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disaient je commence à découvrir mes talents. Donc, l'idée, c'est aider ces jeunes-là à faire découvrir et redécouvrir leurs talents, travailler et retravailler ces talents pour être beaucoup plus professionnels, mais passer aussi à la monétisation de ces talents. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités sur les réseaux sociaux et sur le numérique d'une manière générale pour faire rentrer des revenus. Donc, vous pouvez gagner de l'argent, vous pouvez être plus autonome juste en travaillant sur Internet. Donc, je pense que c'est des questions d'optique et c'est des questions de comment voir les choses et de sortir de ce qu'on appelle le comfort zone et think outside the box. Donc, ça, je pense que c'est important. Deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de défis par rapport au métier de demain. Aujourd'hui, je pense la préoccupation numéro 1 avec la crise Covid ou même avant Covid-19, c'est l'emploi. Donc, aujourd'hui, on a vu il y a une perte d'emploi énorme et il y a beaucoup de prévisions dans les 10 prochaines années qu'il y aura encore plus de pertes d'emploi avec l'intelligence artificielle, l'automatisation, la digitalisation. Cela nécessite un mindset différent et un écosystème différent. Donc, aujourd'hui, au niveau africain, on n'a pas encore pu réfléchir, premièrement, comment retenir notre jeunesse en Afrique, parce que les taux d'immigration, soit le brain drain ou l'immigration clandestine, il est inquiétant et énorme. Comment renforcer ses capacités, comment motiver ses capacités, comment retenir ses capacités pour qu'ils puissent être productifs et servir leur pays aujourd'hui. Et aujourd'hui aussi, comment accompagner et coacher ces jeunes-là pour faire face à ces défis de demain. Donc, à travers, bien évidemment, la réforme dans le système éducatif, pour qu'on puisse avoir un système qui mène à l'employabilité, qui est plus adaptable au marché d'aujourd'hui et au marché émergent. Et aussi sortir de cette pensée que le diplôme, il est la chose la plus importante. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de transformations au niveau mondial. Il y a des pays qui adoptent d'autres méthodes et visions de travail. Le diplôme et l'éducation, elle est très importante. Personne ne peut le nier, mais c'est pas la seule chose. Il y a beaucoup de jeunes qui ne voient pas cette opportunité de renforcer les life skills, les compétences de vie et les soft skills qui peuvent renforcer leurs chances de trouver un emploi ou même créer leur propre entreprise. Donc, en fait, l'idée ici, c'est comment établir des programmes destinés à cette jeunesse, comment créer des hubs et surtout aujourd'hui des hubs digitalisés
qui brise cette question de mobilité et de distance pour renforcer les capacités des jeunes aujourd'hui en digitalisation, parce que aujourd'hui c'est un fait qu'on fait le télétravail, qu'on fait le e-learning, que les compétences numériques, ils sont importants aujourd'hui pour l'emploi, pour le partenariat, pour le travail d'une manière générale. Donc, il faut forcer à ce qu'on a une culture numérique déjà, renforcer les compétences numériques et peut-être, je peux dire même plus loin, adapter le système éducatif pour qu'il puisse s'adapter à cette transformation digitale. Donc, je pense qu'il y a autant d'opportunités, il faut juste avoir vraiment des politiques qui sont inclusives, qui prennent en considération toutes les couches sociales et se focalisent beaucoup plus sur la voix des jeunes dans tout le processus de développement des politiques à la mise en œuvre et aussi à l'évaluation. Je suis personnellement impliquée dans plusieurs programmes au niveau africain pour l'autonomisation politique et économique des femmes et aussi des jeunes filles, surtout pour la promotion de la scolarisation de la fille et la fille rurale en particulier. Et je pense aujourd'hui, il est très important de promouvoir l'égalité des genres au niveau africain. Et l'année dernière, on a travaillé en étroite collaboration avec des associations africaines pour organiser une conférence au Maroc. C'est la conférence de la femme africaine. On a pu mobiliser des femmes leaders de plusieurs pays africains, effectivement, pour lancer une coalition pour l'égalité des genres en Afrique. Aussi, on travaille avec plusieurs organisations pour le renforcement de la participation politique des femmes, pour qu'elles puissent avoir plus accès à la prise de décision, ça peut renforcer sa participation civique, renforcer sa participation politique au niveau des partis politiques et aussi se présenter aux élections et renforcer leurs compétences pour qu'elles puissent avoir plus de chances à avoir accès aux postes de décision, donc au niveau gouvernement et dans les institutions publiques et même privées. Je pense que c'est très important d'entamer des programmes de renforcement de capacité parce que on est toujours en combat avec une mentalité qui bloque cette émancipation des femmes, surtout dans des zones rurales ou marginalisées. Il y a encore cette mentalité qui bloque la participation. Il y a les barrières culturelles. Donc, le combat n'est pas au niveau législatif. Donc, on a fait beaucoup de plaidoyer pour la mise en place des politiques sensibles au genre, faire entendre la voix des femmes dans la prise de décision sur plusieurs volets, le plaidoyer pour le système de quotas, mais cela n'est pas suffisant parce que si on ne l'accompagne pas avec des programmes de renforcement, d'autonomisation et aussi de sensibilisation, de vulgarisation, la sensibilisation et la conscientisation doit se faire et en parallèle avec les réformes législatives et politiques. Et dernière chose, je pense aussi qu'on s'est focalisé beaucoup plus sur l'autonomisation économique. On a constaté après plusieurs études qu'on a menées qu'il n'y a pas une participation civique et politique efficace sans autonomisation économique des femmes. Donc, l'autonomisation économique, l'accès au financement, l'accès au crédit, promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Donc, tout cela, c'est tout un package pour vraiment renforcer la participation des femmes dans la société et aussi dans la chose publique d'une manière générale. Donc, Africa My Home, donc l'idée est venue en Tanzanie, à Dar es Salaam, 2017. Et
moi, j'ai été inspirée par le discours de Sa Majesté le Roi lors du retour du Maroc à sa maison institutionnelle, qui est l'Union africaine, et où il a précisé que l'Afrique, c'est notre maison et c'est notre devoir collectif de co-construire les fondements de cette maison d'une manière durable. Aujourd'hui, on a cette nécessité de s'approprier nos propres solutions. On a travaillé sur cette vision de Africa My Home à partir du sommet africain sur l'action humanitaire qui a été en Tanzanie. Et pour moi, c'était une simple idée que j'ai lancée. Et les participants à cette conférence, ils ont apprécié le fait de travailler sur ce projet-là. Cela a nécessité un an de travail et de coordination avec plusieurs partenaires au niveau du continent africain. Et l'idée s'est concrétisée au Maroc en 2018 où on a organisé le Pan-African Humanitarian Summits and Awards. Donc, on a mobilisé 42 pays africains pour discuter l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'agenda des Nations Unies 2030, les sujets en relation avec le genre, l'immigration, et à travers les conclusions qu'on a eues, on s'est dit Africa My Home ne doit pas rester un slogan. Donc, on doit travailler tous ensemble à concrétiser cette vision en projet concret. Donc, on a commencé à traduire les recommandations du sommet et on a créé le projet Africa My Home. Aujourd'hui, on est en phase de finalisation du concept Africa My Home en tant que start-up de jeunes qui va effectivement travailler sur le renforcement des capacités des jeunes et des femmes, surtout dans les programmes d'autonomisation économique et politique en utilisant l'innovation et la technologie au service de développement. Et maintenant, on a fait une petite étude lors du Covid-19 et on est en train de voir des nouvelles méthodes de travail pour assimiler ces changements du Covid-19 et mieux offrir d'autres types de services, surtout dans nos approches d'accompagnement pour les jeunes et les femmes au niveau du continent africain. Nigeria, c'est l'un de mes pays préférés en Afrique. Bon, tous les pays sont importants. Et Nigeria, c'était pour moi spécial. Pourquoi? J'ai été vraiment impressionnée par un jeune. Donc, ça a commencé pas au Nigeria, mais en Tanzanie. Donc, j'ai rencontré un jeune qui avait à l'époque 10 ans et qui a réservé la moitié de ses 10 ans, donc je pense à partir de l'âge de 5 ans, à faire des campagnes de plaidoyer et de fundraising pour les enfants abandonnés, pour les enfants qui ont été victimes de Boko Haram. Il faisait le fundraising à travers sa musique pour lever des fonds, pour encourager les enfants à continuer leur éducation. Donc pour moi, ça m'a vraiment impressionnée. Je me disais, si on a des millions d'enfants comme celui-là en Afrique, donc je ne vais pas craindre l'avenir de la future génération. Donc j'ai commencé à avoir des contacts avec des organisations et après ma première visite, j'étais vraiment impressionnée par la jeunesse nigérienne. Donc ce que j'ai apprécié, c'est que ils ont cette forte persévérance. Donc le pays, certes, c'est une puissance économique importante au niveau africain, mais je pense que la puissance essentielle du Nigeria, c'est son capital humain. Pour moi, j'ai travaillé avec plusieurs organisations de la société civile et plusieurs acteurs. Pour moi, c'est des gens qui ont des idées innovantes et malgré les situations et les défis qu'ils peuvent rencontrer,
ils ont une persévérance incroyable et ils travaillent vraiment pour concrétiser ces idées. Et si on veut voir l'aspect de l'innovation et l'entrepreneuriat social au Nigeria, il y a un énorme potentiel des jeunes entrepreneurs qui ont vraiment créé des projets très innovants qui sont implémentés soit au niveau du Nigeria ou au niveau du continent africain. Donc pour moi, c'était une opportunité de bâtir cette relation avec la société civile et les faire connecter avec la société civile marocaine dans le cadre de benchmark et pour qu'on puisse apprendre l'un des autres. Donc, l'histoire a commencé comme ça. Aujourd'hui, l'environnement est un élément très important dans les politiques internationales. Donc, vous voyez toutes les négociations diplomatiques dans le cadre des conférences sur le changement climatique. Et on l'a compris, assimilé beaucoup plus lors du Covid-19 avec le confinement. Donc, le changement climatique a été un élément phare. Et on a une nouvelle génération des jeunes qui font un plaidoyer important sur l'environnement. Néanmoins, bien sûr, pour renforcer ces jeunes-là et ces femmes pour s'impliquer davantage dans le plaidoyer environnemental, je pense que déjà, les femmes, ils ont un rôle fondamental à jouer dans l'adoption des modes de consommation, aussi dans la gestion des ressources naturelles et de production durable, et aussi écologiquement rationnelle. Mais je pense qu'il y a un élément important qui doit se faire en termes de politique et de législation pour renforcer leur rôle, pour qu'elles puissent faire entendre leur voix dans la prise de décision. Donc, pour nous, par exemple, au Maroc, on a développé les mécanismes de démocratie participative où les instances de parité, égalité des chances et l'approche genre, ils ont leur voix dans les politiques locales et régionales, aussi les instances chargées des questions de la jeunesse, où ils peuvent donner un avis, par exemple, sur les politiques d'urbanisation, les programmes d'environnement. Ils peuvent faire le plaidoyer pour l'intégration de l'approche sur la dimension environnement dans les programmes de développement régional ou programmes d'action communale ou dans les politiques nationales. Donc, déjà, la partie législation, elle est très importante parce qu'il faut institutionnaliser cette participation. Deuxième chose, c'est aussi le développement ou le plaidoyer pour le développement des politiques plus ou moins inclusives pour lutter contre les inégalités sociales et l'injustice territoriale. Et dernière chose, c'est l'autonomisation. Donc, il faut assurer une autonomisation économique des jeunes et des femmes pour les permettre de continuer à produire, à innover, à créer des entreprises écologiques et des projets qui visent effectivement le développement d'un nouveau écosystème écologique pour renforcer cet aspect de plaidoyer environnemental. Pour la diplomatie, moi je suis une personne qui a travaillé beaucoup dans la communication et le journalisme. La diplomatie nécessite aussi la communication, nécessite la négociation, nécessite un travail relationnel. Donc, presque une grande composante des sous-thématiques de la communication
et présente dans les actions diplomatiques. Quand j'ai commencé à voyager à l'étranger, surtout dans les systèmes des Nations Unies, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui voulaient faire quelque chose, faire passer le message sur leur pays, défendre les causes de leur pays, mais il manquait cette capacité d'argumentation, de négociation, de présentation, de lobbying, de plaidoyer. Donc, je me suis dit, euh, c'est mon devoir de travailler un petit peu sur cet aspect-là. Donc, la diplomatie nécessite la communication, nécessite le storytelling, nécessite le plaidoyer, etc. Donc, pourquoi pas ne pas travailler dans ce champ-là. Euh, D'où vient l'idée de créer une association? Moi, je travaillais avec une mission diplomatique à l'époque et lors du discours du 9 mars 2011 de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, après le printemps arabe, il a lancé les réformes constitutionnelles. Donc, je me suis dit, moi et mes collègues, on travaille avec des missions diplomatiques accréditées au Maroc et des agences internationales de développement, pourquoi ne pas rassembler toute cette expertise au service du pays? Donc, on a aussi un devoir collectif de contribuer à ces réformes du Maroc. Donc, l'idée a commencé à travers le rassemblement de l'expertise et après plusieurs années de recherche et aussi de participation internationale, on a très bien constaté que le problème vraiment réside dans le renforcement de capacité. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une académie de renforcement de capacité à travers un concept qui se focalise sur la jeunesse qui s'appelle YouLead. YouLead, pour nous, c'est You, c'est la jeunesse, c'est vous. Et lead, chaque lettre a sa signification. Donc, lead, pour nous, c'est learn. Donc, on offre un espace d'apprentissage dans plusieurs domaines. I, c'est empowerment. Donc, on fait le renforcement et l'autonomisation des jeunes leaders qui vont être les futurs décideurs. Et puis, et c'est la advocacy. Donc, tout un renforcement dans le domaine du plaidoyer local, national et international. Et la dernière chose, c'est D. D, c'est develop. Donc, comme on a discuté auparavant, c'est que les jeunes, ils ont des idées, mais ils savent pas les concrétiser en projets concrets. Donc, c'est notre approche et on a commencé à renforcer les capacités des acteurs non étatiques pour être mieux armés des soft skills de communication et aussi pour mieux représenter leur pays au niveau des instances internationales. C'est une très bonne question de parler sur la diplomatie parallèle parce que si on voit l'origine du mot parallèle, le parallèle, c'est qu'on fait quelque chose de parallèle. Donc, on fait quelque chose de parallèle avec l'État. La terminologie au niveau des relations internationales, elle a commencé avec les États fédéraux au niveau des États-Unis, Canada, où ils avaient une petite marge de manœuvre d'exercer la politique étrangère et les relations diplomatiques, bien sûr, tout en coordonnant avec la centrale. Après, donc, on a commencé à qualifier toutes les actions parallèles, soit du Parlement, société civile, partis politiques, comme une action parallèle au niveau de la diplomatie. Mais on a constaté qu'il y a une vraie évolution. Donc, on a l'émergence d'autres terminologies. Aujourd'hui, on parle de la diplomatie parlementaire, la diplomatie culturelle, la diplomatie économique. Et à mon avis, pour moi, la société civile, c'est une diplomatie non gouvernementale. C'est pas parallèle. Pourquoi? Parce que la société civile, elle est indépendante. Donc, on collabore avec l'État, bien sûr, on collabore avec la société civile, on collabore avec les partis politiques, avec le Parlement, parce que la diplomatie nécessite une harmonisation des actions et une synergie. Mais les acteurs de la société civile, ils sont indépendants. Donc, ils connaissent, ils maîtrisent très bien les orientations stratégiques, les visions, les objectifs de la politique étrangère,
mais ils font passer le message à leur manière. Donc, c'est pour ça que je dis que la diplomatie qu'on est en train d'exercer en tant qu'acteur de la société civile, c'est la diplomatie non gouvernementale, et la diplomatie exercée par les acteurs, c'est une diplomatie populaire. Tout d'abord, je voudrais préciser une chose. Le Maroc, c'est un pays africain, déjà. Et je ne pense pas que le Maroc déploie une diplomatie de séduction. Je pense que c'est une chose qui est très erronée, hein. Parce que le Maroc, il est dans l'Afrique. Il l'a été toujours. Et depuis des décennies, le Maroc a entamé une politique de renforcement de coopération sud-sud. Et vous savez, le Maroc, il est l'un des pays phares qui a créé l'organisation de l'Union africaine. Aujourd'hui, c'est l'Union africaine. Et même et même durant la rupture, avant le retour, encore une fois, à l'Union africaine, le Maroc n'a jamais quitté l'Afrique. Donc, ça, le renforcement de la coopération sud-sud au Maroc, c'est pas une politique de soft power, c'est pas une politique de séduction au continent africain, c'est une politique qui est basée sur les valeurs marocaines, donc les valeurs de partage, de coopération. Et si vous avez suivi juste récemment, donc je n'ai pas besoin de citer toutes les actions du Maroc en Afrique, mais juste au niveau de la crise Covid-19, Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, il a fait un appel aux États, chefs d'État africains, pour créer un cadre de coopération avec les pays africains pour la gestion de la crise Covid-19. Cette action s'est concrétisée par l'envoi de l'aide humanitaire et aussi sanitaire à une quinzaine de pays africains. Je pense que dans le cadre de cette stratégie et benchmark, le Maroc, il a toujours insisté que les solutions africaines doivent être africaines, faites par les Africains et pour les Africains. Donc, dans cette perspective, le Maroc n'a jamais cessé de renforcer ses relations, soit bilatérales ou multilatérales, à travers plusieurs types de coopération. Le Maroc a signé plus de 1000 partenariat économique avec plusieurs pays africains. Sa Majesté le roi lui-même a visité les pays africains, plus de 50 visites dans les dernières décennies. Et cela traduit vraiment la volonté du Maroc pour faire élever cette coopération sud-sud. Et récemment, les 2 dernières années, le Maroc a été élu champion de l'Union africaine dans les questions d'immigration. Donc, l'Afrique, pour nous, c'est nous. Donc, on est africain, on est panafricain. Donc, pour moi, je pense que cette perception, elle est erronée. Donc, ce n'est pas une politique de soft power. Ça fait partie de nos valeurs marocaines, ça fait partie de nos valeurs africaines. Comme on dit, l'Afrique, c'est notre maison. C'est notre devoir collectif de la construire tous ensemble. Pour les actions de plaidoyer, surtout auprès des Nations Unies, l'Union africaine et l'Union européenne, à un autre niveau, on a commencé par développer des guides de plaidoyer pour la société civile, adaptés à plusieurs causes, y compris les causes en relation avec la dimension genre, la jeunesse et d'autres types de thématiques importantes qui sont d'actualité, discutées souvent dans les instances internationales, surtout les Nations Unies.
Donc, on fait le renforcement de capacité dans ce sens-là parce que cela nécessite un plaidoyer professionnel et un lobbying particulier. Il y a déjà la question des droits de l'homme, il y a d'autres types de questions qui sont très importantes où la société civile est appelée à produire des rapports parallèles, faire des plaidoyers, des pétitions, des mémorandums. Bien sûr, nous, en tant qu'association, on participe aussi au plaidoyer, mais notre objectif, c'est beaucoup plus de renforcer d'autres associations à mieux mener les actions de plaidoyer à travers le développement des guides spécifiques, à travers le renforcement de capacités et aussi à travers le travail sur le réseautage. Il y a autant de mécanismes de participation offertes par ces instances internationales pour renforcer la participation de la société civile dans la prise de décision internationale. Mais la grande majorité des acteurs et des associations ne connaissent pas ces mécanismes et ne connaissent pas les procédures pour pouvoir participer pleinement à faire entendre, à se faire entendre et faire entendre aussi les voix des populations vulnérables au niveau des programmes des Nations Unies, etc. Donc, pour nous, notre devoir, c'est de renforcer le partenariat avec d'autres organisations, mais se focalisant beaucoup plus sur le renforcement des mécanismes de participation dans la prise de décision mondiale. Pour cette période de Covid-19, je pense que pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, c'était une période très critique parce que nous devrions changer notre mindset et notre façon de travailler. Avec le confinement, c'était très difficile de faire des actions sur le terrain. Donc, pour nous, le numérique était un espace très important. Donc, là où on a adopté la civic tech dans la mobilisation. Et durant ces 4 mois, on a pu mobiliser plus de 70 acteurs et experts dans différents domaines qui ont participé avec nous dans la réflexion à travers l'organisation de plusieurs webinaires thématiques au niveau du continent africain pour penser collectivement sur l'impact du Covid-19 sur l'économie, sur les femmes, sur les populations vulnérables, sur la jeunesse, etc. Mais plus précisément, penser comment on peut sortir de cette crise. Parce qu'en fait, la crise économique, elle est énorme. Il y a une perte d'emploi. Il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui ont fait faillite. Donc, on est en phase vraiment d'une crise qui va durer dans le temps. Donc, pour nous, c'était une période de réfléchir sur un nouveau écosystème et aussi contribuer par des propositions concrètes parce que le Maroc et aussi d'autres pays africains, ils sont en train de développer une réflexion pour développer de nouveaux modèles de développement. Donc, et bien sûr, prendre en considération ces données du Covid-19 et à travers aussi l'intégration de ce qu'on appelle les cellules de crise en tant qu'approche transversale, soit au niveau de la société civile, soit au niveau des pouvoirs publics. Aujourd'hui, on est en phase de crise, on est surpris par la crise, mais nous devrons penser d'une manière durable à ce que la gestion de crise et la communication de crise soit une chose qui est une partie intégrale de notre façon de faire et notre travail. Donc, dans les mois à venir, nous allons pouvoir présenter des alternatives à travers une recherche qu'on mène aujourd'hui au niveau africain pour la partager avec l'Union africaine et aussi avec les décideurs au Maroc et Nations Unies et d'autres pays.
par rapport à l'Union du Grand Maghreb, je pense que cette organisation a eu beaucoup de difficultés à être performante, à entamer ses activités pendant des décennies. Si on compare l'Union du Grand Maghreb et son activité politique, c'est vrai, elle avait moins d'actions qui favorisent déjà les régions comparé à plusieurs organisations sous-régionales et blocs économiques au niveau régional. Bien sûr, cela est dû à plusieurs raisons. Ben, je citerai l'une des raisons principales, c'est le problème entre deux pays frères, le Maroc et l'Algérie. Aujourd'hui, les frontières sont fermées malgré plusieurs appels du gouvernement marocain pour ouvrir les frontières, surtout pour la facilitation de la mobilité et de la circulation des biens et des personnes. La fermeture des frontières, elle coûte plus de 1 milliard de dollars en transactions commerciales entre les deux pays, mais non seulement, elle a un impact aussi au niveau africain. Et je peux dire aussi le problème de la Libye aujourd'hui, c'est aussi un problème politique qui entrave le fonctionnement de cette union. Je pense que si on compare cette organisation avec d'autres blocs économiques ou d'autres sous-organisations, il y a des blocs économiques au niveau africain qui ont pu faire un seul passeport. Ils ne parlent pas la même langue, ils ont des priorités différentes, mais quand même, ils ont pu quand même faire quelque chose. Cette organisation a toujours du mal à se lancer parce qu'il y a certains membres de cette organisation, ils passent beaucoup plus la politique que l'aspect économique et le partenariat. Si on renforce vraiment cette coopération, on peut être une organisation régionale très forte, vu la potentialité des pays membres de cette organisation. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il y a toujours ces problèmes politiques qui entravent cette collaboration. Je pense si ce problème politique n'est pas résolu, je ne peux pas dire que cette union sera efficace dans le futur proche.